Salut les collègues. Un petit compte-rendu de notre comité technique réuni le 9 décembre dernier, vendredi la semaine dernière. On s'était engagé à vous faire un retour de ce comité technique, parce que pour celles et ceux qui ont suivi notre vidéo en direct le 1er décembre, nous avions signifié que nous avions refusé de siéger avec d'autres organisations syndicales au comité technique réuni le 1er décembre, pour la simple et bonne raison que l'exécutif voulait une fois encore passer en force un bon nombre de points sans qu'aucun débat ne puisse avoir lieu. Alors d'abord, nous avions fait état de l'ordre du jour qui est très important, très conséquent, très lourd et qui justement ne permettait pas sur une seule journée de comité technique d'aborder l'ensemble des points avec un débat de fond sur chacun des points. C'est une volonté bien sûr de l'exécutif de passer en force les dossiers sans que ce qu'il qualifie de dialogue social, sans que ce dialogue social n'ait lieu. Nous avions donc refusé de siéger. Comme nous refusions de siéger, l'exécutif a été contraint de reconvoquer dans les 10 jours cette instance, et ils avaient l'intention de le convoquer absolument avant le 12 décembre, puisque le 12 décembre se réunissait à 14 h à la préfecture l'assemblée plénière pour faire passer un certain nombre de mesures, dont la question du temps de travail. Nous avons donc abordé ce comité technique du 9 décembre un peu avec les pieds de plomb, on peut vous le dire, puisque dans tous les cas, même si nous étions absents ce 9 décembre, le patron aurait pu, entre soi, aborder le comité technique et l'ensemble des points de l'ordre du jour. Présent ou pas présent, les représentants du personnel, le comité technique n'aurait eu lieu. Donc on est allé un peu avec les pieds de plomb, tout en étant déterminé à faire entendre notre voix sur chacun des dossiers. Le premier point, c'est un point d'ordre, c'est l'approbation du compte-rendu du dernier comité technique, du PV du dernier comité technique, qui s'était réuni le 6 octobre. Comme à chaque fois, nous sommes contraints de voter contre, pour la simple et bonne raison que le PV présenté par l'administration ne retrace et ne relève absolument pas la qualité des débats et l'ensemble des débats. Il ne pioche que quelques interventions, celles qui les intéressent le mieux, des représentants du personnel, et donc quand vous avez accès au PV de l'administration sur intranet, vous n'avez qu'une version défigurée de ce qu'ont été en réalité les débats lors de l'instance. Donc nous refusons à chaque fois de voter ce PV dans ces conditions-là, et tout en sachant que nous avions proposé de manière très constructive le fait qu'il y ait, comme les années précédentes, un PV exhaustif des débats, puisque il y a un enregistrement et qu'à l'époque il y avait des sténotypies qui prenaient chaque intervention et les retranscrivaient brutes. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question du transfert de compétences des agents dans le cadre des lois NOTRe et MAPTAM. Nous avons quelques collègues qui sont concernés par ce transfert de compétences, notamment les collègues de la voirie qui sont situés sur l'arrondissement de Lille Métropole. Ces collègues-là partent à la MEL là dans quelques jours, au 1er janvier, et aussi quelques collègues sociaux et administratifs du VDAGE et du FSL. Donc tous ces collègues-là partent à la MEL. Ce que nous avons signifié très clairement à l'exécutif le 9, c'est que il n'était pas question pour nous de revenir sur le débat de la MEL et de la réorganisation et de la question des transferts de compétences dans le cadre des lois NOTRe et MAPTAM, puisque le débat a eu lieu au niveau national et que nous étions déjà exprimés très largement au sein de la collectivité, mais que nous avons quand même souligné le fait que ce transfert de compétences et les relations qu'il y a entre notre collectivité d'une part et la MEL de l'autre part, ou notre collectivité d'une part et la région d'autre part, qui sont plus ou moins conflictuelles ou plus ou moins apaisées, les conséquences de ces échanges-là, c'était des conséquences qui, de toute façon, touchaient le personnel concerné. Et nous avons qualifié finalement cette restructuration, cette réorganisation et ce transfert de compétences des structures et des personnels comme un monopoly géant. Nous avons aussi appuyé sur le fait que dans le cadre des négociations qu'il y a eu avec l'exécutif de la MEL, l'exécutif du département ne s'est présenté qu'à une seule réunion et a refusé de venir et était totalement absent dans les réunions suivantes là, qui se sont déroulées entre le mois de juin et le mois de novembre. Pour nous, très clairement, ça reflète très bien l'état d'esprit et la manière dont notre patron considère les agents
de la collectivité, puisque en gros, il s'en est très vite lavé les mains de la condition de transfert de nos collègues. À chaque fois, comme là pour le coup, après notre intervention, silence de l'exécutif, puisqu'ils ont juste passé la parole à l'intervenant suivant. Donc nous avons voté contre, aussi bien sur le principe que sur la manière dont les choses se sont opérées, le transfert du personnel à la MEL. Alors, point suivant, la réorganisation de la DAJAP. C'est quoi la DAJAP? C'est la direction des affaires juridiques et de l'achat public. C'est une nouvelle direction dans les fameuses réorganisations et restructurations en œuvre depuis le mois de mars. C'est un petit peu le nouveau jouet de M. Picard, puisque c'est une direction qui a pour objectif principal de mettre en œuvre les restrictions de l'action publique au sein de notre collectivité. Alors, le dossier était assez intéressant, et notamment le petit rapport, qui fait que 2 pages, puisque moins on en dit, mieux c'est. Néanmoins, dans sa rédaction, il y a des choses qui nous ont fait sourire. À se demander d'ailleurs si le rédacteur était sous psychotrope ou alors si c'était vraiment l'esprit enjoy de cette direction. On a relevé la phrase suivante: cette nouvelle direction est chargée de porter l'esprit ressources. On a trouvé ça très joli. Après, bien sûr, sur le contenu, nous avons tenté d'obtenir des explications et de comprendre ce qui motivait cette restructuration. Faut savoir que cette direction récupère notamment toutes les questions liées à la protection fonctionnelle. La protection fonctionnelle, c'est hyper important pour l'ensemble du personnel, puisque c'est un droit du fonctionnaire d'obtenir, pour aller vite, d'obtenir le droit à la protection par son employeur quand il est mis en cause ou quand il est mis en difficulté ou quand il est victime dans le cadre de ses fonctions. Donc le service protection fonctionnelle quitte la direction des conditions de travail qui était rattachée à la direction des ressources, et pour intégrer cette nouvelle direction. Nous avons donc interrogé le vice-président et le DGS sur la manière dont la mission protection fonctionnelle allait à nouveau fonctionner dans cette direction, comment elle va s'organiser, notamment compte tenu du fait que le département a rompu le contrat d'assurance qui mettait en œuvre la protection juridique. Aujourd'hui, a priori, plus aucune protection juridique ou plus aucune assurance est chargée d'exercer cette protection juridique. Donc comment va-t-elle être mise en œuvre et par qui? À ça, aucune réponse, si ce n'est laissez-nous faire, pas d'inquiétude à avoir. Mais nous n'avons eu bien sûr aucune garantie. Nous avons même le sentiment que M. de Tavernier, lorsque nous évoquions la situation, s'informait en même temps que nous. On avait l'impression qu'il découvrait ce que c'était que la protection fonctionnelle. Ce qui fait un peu flipper entre nous. La collectivité a fait le choix aussi de nommer localement un correspondant CNIL, donc c'est pour l'informatisation et la liberté concernant les fichiers, tout ce qui est informatisation des fichiers individuels, et un PRADA. Alors c'est absolument rien à voir avec le monde de la mode. Le PRADA, c'est la personne référence pour l'accès aux documents administratifs. Ces 2 fonctions-là étaient concentrées en un seul bonhomme, qui est l'actuel directeur des ressources humaines adjoint, M. Bernard, et qui donc, par conflit d'intérêts, ne peut absolument plus tenir ces 2 fonctions-là. Et donc, de fait, a priori, ne les exerce plus depuis plusieurs mois. Sauf qu'aujourd'hui, le département n'a toujours pas réattribué ces 2 fonctions sur un nouveau membre de la collectivité, ce qui fait que dans toutes les questions qui touchent à la CNIL et à la PRADA, les agents du département et le PRADA, les agents du département n'ont plus aucun interlocuteur. La réponse de l'administration face à notre interrogation, c'est passez vite, on le fera bientôt. Et l'exécutif a, bien sûr, monsieur le VP a dit oui, ce sera fait bientôt. Dans l'état actuel des choses, nous avons exprimé un vote contre la réorganisation de cette direction, puisque les points qui touchent essentiellement à l'intérêt des salariés n'ont reçu aucune réponse pouvant nous rassurer. Le point suivant, c'est le projet de rénovation financière. C'est aussi une direction qui va se charger de la rénovation financière. C'est textuellement ce qu'ils mettent en place. C'est la direction des finances et du conseil en gestion. Nous on appelle ça un peu du boursicotage. C'est le boursicotage avec l'intérêt général. Donc nous avons fait une intervention relativement claire, puisque outre le fait que dans ce dossier de réorganisation, comme pour tous les autres,
on retrouve toujours la même phrase qui introduit les dossiers, qui est genre patati patata, contexte, patati patata, réorganiser et moderniser, patati et patata, s'adapter, patati et patata, faire des économies. On la retrouve textuellement dans tous les dossiers de réorganisation depuis plusieurs mois. Cette réorganisation-là, concernant la fonction financière, illustre les propos tenus par le vice-président chargé des bourses, M. Poiret, premier vice-président, puisqu'il a dit textuellement il faut mettre les finances au cœur du dispositif départemental. Alors nous, on est souvent taxé d'archaïque, voire même par le vice-président chargé des ressources humaines de désespérant. On est désespérant, mais parce que nous pensons peut-être sans doute naïvement que ce qui devait être au cœur des préoccupations du service public, c'est les populations et ses besoins, et non pas la fonction financière. Pour nous, les missions doivent concourir à l'intérêt général et que les finances ne font finalement que les moyens pour y parvenir. Ce n'est pas une fin en soi, ce ne sont que les moyens pour parvenir à la mise en œuvre de l'intérêt général. Le but du service public n'étant pas, bien sûr, de faire des économies sans fin. Face à notre intervention, aucune réaction ni du DGS ni du VP. Ça prouve bien qu'ils ne démentent pas le fait que la fonction financière pour eux est un objectif et l'unique objectif. Nous avons donc bien sûr, une fois encore, exprimé un vote opposé et contre ce projet de rénovation financière. On passe ensuite à la création et à la mise en place de l'EPA, établissement public administratif d'ingénierie territoriale. Un EPA, c'est une structuration juridique pour effectuer des missions de service public en dehors de la collectivité, et donc en dehors de ce qu'on appelle la régie. Donc le département crée l'EPA, c'est d'ailleurs un sujet qui a été abordé lors du comité technique du 6 octobre dernier, puisque le projet, le principe avait été présenté ce jour-là, sauf que comme le projet qui nous avait présenté n'était absolument pas abouti, et notamment sur toute la question touchant au devenir des collègues et à la manière dont les collègues seraient impliqués dans l'EPA, ils ont été finalement contraints de nous représenter ce projet de manière plus détaillée lors du CT du 9 décembre. Donc c'est suite à la première présentation du 6 octobre et le manque d'éléments que le document était présenté. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre compte-rendu sur intranet où on évoque déjà la question de la création de l'EPA. Contrairement à cette première présentation, il y a 2 mois, l'EPA est cette fois-ci présenté comme un réel choix politique et assumé de mettre les agents départementaux à disposition d'un organe extérieur, donc c'est l'EPA, pour effectuer des missions d'ingénierie. Alors, qu'est-ce que c'est que ces missions d'ingénierie? C'est difficile à évaluer maintenant, puisque face à nous, l'administration et l'exécutif sont incapables de nous dire ce qu'ils vont faire, les collègues, l'année prochaine, puisqu'ils n'ont pas encore relevé les besoins, et notamment les besoins exprimés par les différents maires et présidents de communes, de communautés de communes ou d'agglomération du département. Pour nous, c'est la création de cette EPA, et notamment le fait qu'ils aient fait ce choix-là, c'est l'aveu de faire sortir progressivement de la collectivité du personnel tout en mettant à disposition d'autres collectivités. C'est-à-dire qu'en fait, le personnel sera mis à disposition de l'EPA, et l'EPA, qui sera finalement comme une grosse agence d'intérim, mettra à disposition du personnel départemental. Ça peut aller de la secrétaire catégorie C à l'ingénieur de catégorie A. Ces personnes-là, ou du directeur de catégorie A, seront mis à disposition d'autres collectivités du Nord, de maires, de présidents de communes, qui, eux, ont une baisse de dotation également en matière de ressources humaines. Et si une petite secrétaire de mairie est manquante à la mairie de je ne sais où, Trifouiller-les-Oies, dans le sud du département, grâce à l'EPA et à Jean-René Le Cerf, un agent départemental, secrétaire, catégorie C, pourra aller remplacer le poste qui a été supprimé ou qui n'a pu être pourvu dans la petite commune de Trifouiller-les-Oies. On est donc face réellement à l'organisation d'une mutualisation des agents publics territoriaux sur l'ensemble du territoire départemental. Ou de manière un petit peu plus caricaturale, c'est comment le baron, le duc local, va mettre à disposition de ses barons nous, les manants.
Opposé, donc on est bien sûr opposé sur la création même et le principe même de la création de cette EPA, hein, surtout avec ces objectifs-là. Nous avons donc une fois encore exprimé un vote contre la création de l'EPA, et le vote est d'autant plus pour nous justifié, indépendamment du principe de fond, sur le fait que les agents qui seront amenés à devoir travailler pour l'EPA, hein, sur une quotité de temps qui pourrait être de 20, 30% ou même 50% du temps de travail, seront mis à disposition, et ces agents-là seront soi-disant volontaires. Sauf qu'on a appris lors des différentes CAP qui se tiennent en ce moment même qu'une liste d'agents volontaires pour aller travailler à l'EPA a été fournie, avec plus de 200 noms, de catégorie C, de catégorie B et de catégorie A, et que dans la liste des gens volontaires, la plupart d'entre eux ne savent même pas qu'ils sont volontaires. C'est-à-dire que c'est des agents volontaires malgré eux. Et donc on a demandé quelle garantie on avait pour vérifier qu'il y avait un réel volontariat et pas de pression directement sur les collègues, ou pas de situation d'autorité arbitraire et de pression directe sur les collègues. Et la seule réponse qu'on a eue, c'est qu'ils signeront un papier comme quoi ils sont volontaires. Donc ça veut dire que même pour signer le papier, les agents seront volontaires, on n'en doute pas. Il n'y aura aucune pression de mettre le stylo dans les mains de ses collègues. Pour des questions purement, pour être au bout de la formation, aujourd'hui 63 catégorie B, 81 catégorie C et 73 catégorie A sont identifiés comme étant volontaires pour aller bosser à l'EPA. Face à notre intervention, aucune réponse de l'exécutif, notamment sur les garanties par rapport au volontariat, et donc nous avons été contraints bien sûr de nous opposer au projet présenté par l'administration. Point suivant, la question du temps de travail, donc grande question qui touche l'ensemble du personnel départemental et qui occupe nos esprits depuis plusieurs mois maintenant. Pour nous, c'est le plus grand numéro d'illusionnistes de l'année 2016, puisque après avoir délibéré pour supprimer 9 jours et demi de congé au personnel contre l'avis négatif de 5 organisations syndicales sur 6, avant cette délibération, nous étions plusieurs à demander un CHSCT exceptionnel notamment pour aborder les conséquences de l'augmentation du temps de travail sur la santé et notamment les conditions de travail. Nous l'avons demandé, et malgré notre demande, l'exécutif a refusé et n'a pas rempli ses obligations réglementaires dans le domaine. Dans une opération de com assez hallucinante maintenant, ils tentent de nous faire croire aux agents qu'ils pourront mieux, alors entre guillemets, on cite, concilier leur activité professionnelle et leurs obligations personnelles en réduisant le nombre de jours travaillés par an. Donc, ils nous suppriment plusieurs jours et puis après ils nous disent mais pour mieux concilier votre boulot et votre situation personnelle, nous allons vous proposer une offre qui vous permettra de vous positionner, et notamment sur la semaine des 35 heures sur 4 jours ou 4 jours et demi. Cette organisation, pour nous, elle va dégrader les conditions de travail, ne serait-ce que par l'intensification du travail journalier, puisque indépendamment de l'augmentation du temps de travail par an à salaire égal, précise, le passage à 35 heures semaine sur 4 jours et 4 jours et demi, ça va aussi augmenter le temps de travail journalier, et notamment l'amplitude d'horaire passée au travail. C'est-à-dire que ceux qui bosseront sur 4 jours passeront au moins 9 heures et demie sur leur lieu de travail. Donc pour nous, cette intensification de la journée de travail va intensifier aussi les conditions d'existence, et que dire qu'on va améliorer les conditions d'existence et que l'exécutif peut améliorer les conditions d'existence en proposant cette offre, eh ben c'est un leurre. Et c'est un outil de communication surtout pour mieux brouiller le message et masquer cette augmentation du temps de travail qui s'est opérée il y a maintenant plusieurs mois. Laisser croire que la baisse du nombre de jours travaillés par semaine équivaut à une baisse du temps de travail hebdomadaire, c'est même une escroquerie. Donc face à notre intervention concernant ce sujet-là, bien sûr, aucune réaction de l'exécutif. On s'est demandé même si le VP n'était pas en mort cérébrale à un moment donné, puisque aucune réaction, même pas un cil qui bouge. Nous avons constaté même après coup que, alors que nous discutions de ce sujet lors du CT, l'administration était en train de publier la note concernant le temps de travail en même temps sur Contact Intranet. Comme quoi, effectivement, ils en ont rien à péter des débats, et notamment des échanges qu'ils peuvent avoir avec la représentation du personnel.
À l'occasion de la nouvelle réorganisation du temps de travail, ils nous ont présenté, rappelez-vous, on en avait parlé le 1er décembre, ça, un nouveau projet de règlement intérieur. C'est parce que nous l'avons feuilleté, regardé dans le détail, que nous avons constaté qu'il y avait environ 100 points nouveaux et de modifications du règlement intérieur en vigueur, c'est-à-dire celui-là. Alors, quelles conséquences concrètement? C'est que ils essayaient de passer en douce un certain nombre de choses qui allaient bouleverser aussi bien notre organisation du travail que l'organisation de notre temps privé, et que donc on ne pouvait pas en l'état leur laisser passer ces documents-là lors du comité technique. Et comme il n'était pas inscrit clairement la modification du règlement intérieur à l'ordre du jour, ils ont été obligés de baisser pavillon et de faire un pas de côté pour dire finalement oui, il y aura des débats, des échanges, pas de négociation, hein, mais des groupes de travail où nous pourrons aborder la constitution du règlement intérieur courant 2017. Donc ça, ils ne l'ont pas abandonné, il est mis de côté. Ce qui est écrit dedans, ça nous donne très clairement une indication sur ce qu'ils ont l'intention de faire dans les prochains mois. Nous vous tiendrons au courant concrètement de ce que ça change. Et il faudra à un moment donné que les uns et les autres, pour garantir nos droits et garantir nos conditions de travail, une bonne condition de travail, il faudra à un moment donné qu'on s'exprime collectivement sur le contenu de ce règlement intérieur qui reviendra sur la table par un endroit ou par un autre, par l'exécutif. Point suivant, le bilan social 2014 et tous les autres rapports. C'est ça. Ces documents-là, ça fait plus d'1 an qu'ils auraient pu nous les fournir, pour la plupart. C'est des documents qui sont, pour tous, la totalité, qu'une suite de chiffres et de statistiques. Pour le bilan social, c'est 89 pages de chiffres et de camembert et de graphiques. Pour le rapport d'état sur l'état de la collectivité 2015, c'est 141 pages de tableaux statistiques et de chiffres. Et pour la situation comparée, c'est 31 pages de chiffres et de stats, toujours. Ces documents-là sont hyper importants parce que c'est ce qui pourrait alimenter des débats sur la manière dont notre collectivité tourne et notamment les services fonctionnent. Et aujourd'hui, l'administration ne remplit que ses obligations minimales, c'est-à-dire nous présenter un document ficelé sans aborder le contenu même de ces documents, ni débattre et de porter une analyse sur le contenu même chiffré, brut, données brutes, des éléments qui sont dedans. C'est dommage. Nous avions notamment obtenu de l'exécutif précédent qu'un comité technique soit exclusivement consacré à l'étude de ces dossiers pour qu'il y ait un réel débat riche et une analyse qui soit tirée de ces documents. L'exécutif actuel s'en tape. On peut le dire comme ça, s'en tape complètement. Donc nous n'avons pas pu débattre du contenu, donc nous nous sommes opposés à la présentation et au contenu brut, chiffré, de ces 3 rapports. Ensuite, a été abordé lors du comité technique les dispositions relatives à la carrière et la rémunération du personnel départemental. Lorsque nous avions eu le dossier, et nous l'avions exprimé dans notre petite vidéo en direct du comité technique le 1er décembre dernier, nous étions posé la question de savoir si ce n'était pas une bonne nouvelle finalement pour l'ensemble du personnel départemental, puisque c'est la rémunération du personnel départemental. On s'était dit c'est peut-être Noël avant l'heure, et finalement en regardant de près et dans le détail, on s'est rendu compte que finalement c'était la poursuite du gavage des cols blancs, puisque quand il parle de personnel départemental et dispositions relatives à la carrière et à leur rémunération, on ne parle que de cadre A et notamment de A++. Le premier point, c'est, et ça n'a pas suscité réellement de commentaires de notre part, puisque le premier point concernant ce dossier-là, c'est la mise en place de ratios sur l'accès aux échelons terminaux de très haut grade de la fonction publique, notamment dans le cadre d'emploi des administrateurs. Et donc ce ne sont que la mise en place de dispositions légales qui ne concernent finalement qu'une toute petite poignée d'agents. Par contre, concernant la proposition de revalorisation du régime indemnitaire des conservateurs du patrimoine, des conservateurs de bibliothèques et des médecins territoriaux pour répondre, comme ils disent, à une inégalité de traitement entre les filières administratives et techniques, on s'est clairement posé la question du pourquoi
se limiter à la catégorie A, puisque les inégalités de traitement, notamment entre la filière administrative et la filière technique en catégorie B et en catégorie C, sont flagrantes, ne serait-ce que par rapport à la question du régime indemnitaire, puisque le régime indemnitaire est un petit peu plus favorable chez les techniciens, chez les techniciens et les adjoints techniques que chez les rédacteurs, par exemple, ou les sociaux et les adjoints administratifs. Et qu'ils n'ont fait le choix finalement que de proposer une revalorisation pour régler ce problème d'inégalité que dans la catégorie A, et notamment chez les A++. Pour ce qui concerne la question des médecins territoriaux, ils disent que c'est pour répondre à un problème d'attractivité. Alors c'est vrai, hein, on a du mal à recruter dans notre collectivité des médecins, c'est une réalité, notamment en PMI, sauf que apparemment le département imagine l'attractivité uniquement sur l'aspect pécunier. Ça semble être apparemment la motivation principale des médecins, c'est-à-dire une motivation vénale, mais à aucun moment, alors pourquoi pas, hein, mais à aucun moment n'est abordée la question des moyens et de la qualité du travail, et notamment le sens des missions des médecins au sein de la collectivité. Et que uniquement imaginer la question de l'attractivité sur la question de l'attractivité pécuniaire, c'est mettre de côté les conditions de travail et notamment le sens du travail du médecin dans les missions notamment de PMI. Quant à la revalorisation du régime indemnitaire de fonction, parce que c'est le dernier petit point, les quelques vingtaines de lignes à la fin de ce rapport, du régime indemnitaire de fonction qui est déjà attribué uniquement à des fonctions d'encadrement, hein, mais qui serait élargi à certaines fonctions dites d'expertise, nous sommes particulièrement critiques puisque ça ne concerne qu'une poignée d'agents encore une fois, et ce sera uniquement au pifomètre ou en fonction de ce que l'exécutif estime comme étant des fonctions d'expertise. Et donc pour le coup, c'est attribuer une petite somme d'argent par mois à du personnel que l'exécutif a l'intention d'utiliser pour pouvoir continuer à mener son projet de destruction du service public. Pour la petite information, le coût total avoué par l'exécutif ce jour-là de l'ensemble de ces revalorisations, qui ne concernent donc une poignée d'agents et notamment des catégories A+, est de 223 000 € par an. Sans commentaire, nous avons simplement voté contre, ce qui n'a suscité d'ailleurs aucun commentaire de l'exécutif, qui pensait déjà probablement à ce moment-là à son week-end. Concernant la question de la fermeture des services en 2017 au titre des RTT, vous savez, tous les ans, l'exécutif consulte le comité technique pour savoir à quel moment ils vont mettre des RTT pour tel jour, pour tel pont, etc. etc. Jusqu'à maintenant, à Sud, nous avons toujours refusé de participer au vote puisque nous estimions ne pas avoir les éléments pour pouvoir décider si les RTT devaient être placés sur un jeudi de l'Ascension ou sur un 15 août. Puisque de toute façon ces questions-là, la question de la RTT, l'imposer une RTT, touchait au libre choix de l'agent de poser ses congés comme il le veut pour organiser sa vie privée. Sauf que là on a dû prendre une position puisque l'exécutif propose de poser la journée de RTT ou de congés légaux, puisque un certain nombre d'entre vous qui seront à 35 heures sur 4 jours et demi n'auront plus de RTT, donc vous devrez poser une journée de congé sur le lundi de Pentecôte, qui est la fameuse journée de solidarité. Alors on a trouvé ça rigolo parce que finalement ils ont dû se rendre compte finalement cette année, comme on leur avait dit, que obliger les gens à venir travailler le lundi de Pentecôte, c'est-à-dire le jour de solidarité, reviendrait plus cher à la collectivité que de leur donner une autorisation d'absence comme les années précédentes. Mais bon, ils n'en démordent pas. Les 7 heures de journée de solidarité, on doit les faire, sauf que pour arranger le schmilblick et pour sortir de leur absurdité, ils proposent, ils nous soumettent l'idée de poser une journée de RTT ou de congé ce jour-là. Sauf que ça pose d'autres problèmes et ils les ont a priori absolument pas intégrés. C'est le fait que la journée de solidarité, c'est 7 heures de travail. Une RTT ou un congé légal, notamment une RTT, c'est 7h48. Donc ça veut dire que les gens qui poseront une RTT, qui sont à 39 heures par semaine, et qui poseront une journée de RTT, parce que ça a été décidé, que c'est obligé, le lundi de Pentecôte, eh ben, l'administration leur devra 48 minutes. Ces personnes-là devront récupérer 48 minutes
puisqu'une journée de RTT n'est pas égale à 7 heures, mais bien à 7h48. Nous avons donc interpellé sur ça, et sur le fait que ça allait encore susciter beaucoup de difficultés dans la gestion des temps, et notamment dans les services, et que ça allait mettre en difficulté à la fois les agents et leur N+1. À ça, aucune réponse de l'exécutif comme de l'administration. Le dernier point du CT, qui était donc très long, vous le voyez, puisque ça fait déjà plusieurs minutes maintenant qu'on essaye de vous faire un compte-rendu de ce qui s'est dit sur une journée. Donc c'est un compte-rendu très ramassé. Le dernier point, c'est sur la question de la voirie départementale, qui est elle aussi touchée par une réorganisation, et notamment sur un plan territorial. Donc ils nous ont présenté la phase 1, de la réorganisation territoriale de la voirie. Et c'est une réorganisation qui nous fait un peu halluciner, particulièrement, pour la simple et bonne raison qu'il y a eu des suppressions de postes dans les CER, dans les centres d'entretien routier ces derniers mois. 30 postes avoués par l'exécutif, par l'administration, supprimés chez les agents des routes, de la voirie. Et dans la manière dont l'exécutif et l'administration justifient cette restructuration, cette réorganisation territoriale, c'est pour adapter l'organisation, les effectifs ne permettant plus de maintenir l'actuel. C'est-à-dire qu'en gros, ils suppriment des postes, et après ils se rendent compte que l'organisation en cours actuelle ne permet plus de fonctionner normalement et de rendre un service correct. Donc qu'est-ce qu'on fait? On restructure tout, et donc on va notamment fusionner des CER. Des CER vont disparaître, et d'autres vont fusionner. Cette réorganisation met aussi en avant un élément nouveau pour les collègues des routes, c'est la spécialisation des activités. C'est-à-dire qu'on va demander aux collègues qui travaillent sur la voirie d'effectuer des tâches uniques. Ils sont spécialisés dans ces tâches-là. Alors nous, d'un principe général sur la question de la spécialisation, on y est en général plutôt favorable sur cette logique-là, puisqu'elle permet de dégager des personnes ressources et de développer la pluridisciplinarité dans les équipes. Mais là, pour nous, elle comporte des risques majeurs, notamment importants, notamment au niveau de la santé, puisque des collègues dans les routes seront amenés à faire des activités monotâches et pour certains des tâches assez éreintantes, comme vous imaginez, si la personne est spécialisée dans l'élagage des arbres, il devra faire 4 mois continus d'élagage sans pouvoir diversifier son activité et passer à d'autres activités d'entretien de la voirie moins éreintantes. Donc pour nous, ça va avoir des conséquences clairement sur la santé des collègues, et on y voit un risque et un danger. Nous avons été aussi en amont du CT interpellés par plusieurs CER, notamment sur le fait que certains disparaîtraient, d'autres seraient fusionnés, et c'est le cas notamment du CER d'Aulnoy-Emery qui, si on en croit le CERF, doit laisser sa place à une nouvelle caserne des pompiers, mais que Picard au mois de juin est allé, il a dit le contraire en disant non, c'est pas vrai, sauf que le VP voirie est retourné quand même à l'automne en disant si c'est vrai quand même. Donc on a finalement posé la question au comité technique pour savoir si ce CER d'Aulnoy-Emery disparaîtrait au profit d'une caserne de pompiers, et rien n'est décidé, semble-t-il. On se doute que les choses sont déjà dans les bannettes, puisque, comme disent souvent les pompiers, et notamment les pompiers de la future caserne de l'ex-CER d'Aulnoy, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc il est fort probable que le CER soit transformé finalement en caserne de pompiers. Donc nous ne sommes effectivement pas convaincus du bien fondé de cette réorganisation territoriale. Néanmoins, la direction nous a apporté un certain nombre de garanties sur la manière dont elle comptait le mettre en œuvre, et notamment sur le respect du droit des agents à pouvoir, dans le cadre de la mobilité et dans le cadre de leur nouvelle organisation territoriale, notamment en mettant en place des critères liés à la mobilité, et voire même une CAP, une CAP qui aborderait de manière transparente la question de la mobilité des agents dans le cadre de cette nouvelle restructuration territoriale. Donc pour le coup, compte tenu de l'engagement de la direction, nous nous sommes abstenus sur le dossier, mais on reste très vigilant sur les conséquences, et notamment nous ferons le lien avec le CHSCT dans les prochains mois. Voilà en gros ce qui s'est passé sur une journée de comité technique. Résumé en quelques minutes, ça peut paraître long, mais c'est du condensé. Pour nous, très clairement, ça clôture une fin d'année 2016 difficile pour l'ensemble du personnel. Malgré nos mobilisations,
qui sont inédites et exemplaires au sein de la collectivité. Nous n'avons pour l'instant pas arrêté le rouleau compresseur. Nous ne sommes pas défaitistes. Nos collègues communaux de la ville de Saint-Denis, dans le 93, se sont mobilisés et ont obtenu un recul de l'exécutif sur la suppression de leurs jours de congé. Comme quoi la mobilisation et la lutte, elles payent toujours. C'est une question d'organisation et de volonté de la mobilisation. En tout cas, nous à Sud, on refuse de désarmer et on mettra en place par tous les moyens les conditions du rapport de force pour que cette déliquescence de notre service public et de nos conditions de travail et d'existence soit purement et simplement stoppée. On se tient au courant des suites. Bonne fête de fin d'année, ciao.